Bonjour à toutes et tous, que vous soyez ostéopathe ou professionnel de la santé ou même patient. Je suis Mathieu Gonzalez, je suis ostéopathe, je suis avec Clément Orango, Bonjour. qui est également ostéopathe, et nous sommes sur le premier épisode du mois version longue de Causons Ostéo, et on reçoit aujourd'hui Anaïs Beaupré, qui est ostéopathe au Québec, et qui entreprend des études et des projets de recherche à l'université de Sherbrooke. On est ravis, Anaïs, que tu sois la première invitée. On démarre en fanfare avec de la bonne humeur, un bel accent et certainement plein de choses à apprendre et à découvrir. Ben merci, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, on va commencer par te laisser te présenter, histoire que les personnes qui nous écoutent puissent mieux te connaître et puis cerner ton parcours avant d'aborder plusieurs sujets. Bon, excellent. Ben moi, c'est Anaïs Beaupré. En fait, je suis ostéopathe au Québec, à Montréal. À la base, en fait, j'avais pas la vocation d'aller en ostéopathie. J'étais plus en recherche et je continue la recherche aujourd'hui aussi. Donc, moi, j'ai un bac en sciences biomédicales de l'Université de Montréal. Ensuite, j'ai fait un deuxième cycle à la maîtrise en neurosciences, toujours à l'Université de Montréal. Durant mes études de neurosciences, l'ostéopathie était un peu pour moi, j'enseignais des sciences dures, comme on appelle, chez vous. Donc, j'enseignais entre autres de l'embryologie, de la génétique, j'enseignais de la biocellulaire, des choses comme ça. J'enseignais ça dans certaines écoles d'ostéopathie. Et en discutant avec des étudiants d'ostéopathie, j'ai trouvé ça intéressant. Je connaissais pas beaucoup l'ostéopathie. J'ai plus grandi au Québec, c'est pas encadré par un ordre professionnel actuellement. J'avais vaguement entendu parler, mais j'ai plutôt gravité autour de professions de santé qui sont régulées ici, donc tout ce qui était physiothérapie, ergothérapie, médecine, dentisterie, etc. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans ces domaines-là aussi. Et puis, je me suis lancée parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant plus au niveau neurosciences, parce que moi, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Et c'est là que j'ai commencé mes études en ostéopathie. Donc, durant ma maîtrise, j'ai fait aussi les études en ostéopathie. J'ai terminé mes études après ma maîtrise et j'ai trouvé ça tellement intéressant, le côté, oui, pratique, clinique et tout, mais moi, c'était ce qui m'intéressait le plus, c'était le côté plus scientifique. Et donc, aller chercher peut-être certains paramètres que je trouvais intéressants au-delà de l'explication qu'on se fait enseigner dans les écoles d'ostéo, il y avait un petit quelque chose là, qui m'attirait. Et donc, j'ai continué aussi mes études, maintenant à l'Université de Sherbrooke. Et donc, je fais un projet sur le viscéral. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Je trouvais ça particulier. Je voyais aussi peut-être une partie clinique qui était un peu mis de côté par d'autres professionnels parce que le viscéral est moins bien abordé. En fait, les deux seuls professionnels qu'on a pour l'aspect digestif, si je pourrais dire ça comme ça, c'était le gastro-entérologue puis le nutritionniste. On voit pas beaucoup d'autres professionnels qui s'intéressent peut-être à l'aspect digestif. Donc, je me suis dit, les ostéopathes ont quand même cette partie-là qui leur sont enseignés, qui pratiquent régulièrement. Puis de ce qu'on entend, puis de ce qu'on pratique, on voit que c'est intéressant chez quelques clientèles. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, pourquoi pas aller vers un projet de recherche. C'est un projet qui est en fait un essai clinique randomisé sur le viscéral, mais en lien avec les lombalgies, parce que j'avais observé autant dans ma clientèle que des gens que je connais, que beaucoup de personnes qui avaient des lombalgies, parfois avaient des maux de ventre, avaient des difficultés digestives et vice-versa. Ceux qui avaient beaucoup de difficultés digestives finissaient par avoir parfois des mal de dos. Donc, la relation entre les deux m'intéressait énormément. Et donc, j'enseignais à l'Université de Sherbrooke parce que je suis aussi chargée de cours en biologie puis physiopathologie. Donc, je suis allée voir mon boss et j'y ai dit... est-ce que je peux faire un projet de recherche sur le viscéral? Et puis, connaissant un petit peu mon parcours, mon intérêt pour la science et les neurosciences, j'ai commencé à y expliquer un petit peu, c'était quoi ma vision de la chose. Puis, elle m'a pris sous son aile, puis elle m'a dit, parfait, tu rentres dans le programme de recherche en sciences de la santé. On va aller chercher aussi d'autres chercheurs pour ce projet-là. Donc, on a amené dans l'équipe Christian Rochefort, qui est infirmier, mais qui a en fait un PhD, puis qui est plutôt chercheur que clinicien. Et grâce à lui, puis grâce à Émilie-Paul Savoie, qui est pharmacologue spécialisée en douleur, bien mon projet de recherche a vu le jour.
ça a été très difficile, très complexe parce que je suis dans une faculté de médecine et donc je fais face aussi à beaucoup de questionnements, ce que je trouve très correct parce que dans le département scientifique, il faut quand même démontrer une certaine forme de validité scientifique, il faut passer par un comité d'éthique. Donc, il y a beaucoup de questionnements qui ont été posés par le département, ce qui a fait que mon protocole a été très, 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 très long à faire, à modifier, à adapter selon les conditions de la faculté de médecine, mais je suis en plein recrutement actuellement, donc j'ai passé cette étape administrative extrêmement lourde et actuellement, c'est ça, je recherche des patients qui ont un mal de dos chronique non spécifique, là, donc qui n'ont pas nécessairement d'hernie compliquée, de sténose spinale, tout ça, donc des lombalgies qui sont présentes depuis plus de 3 mois puis qui semblent ne pas avoir vraiment de cause anatomique ou pathologique connue. Et donc, c'est comme ça que je suis atterrie en ostéo dans l'aspect recherche, dans l'aspect viscéral. Puis, à travers tout ça, j'ai aussi une fibre sur l'enseignement qui m'intéresse beaucoup. J'enseigne dans en fait, je suis chargée de cours là, dans 2 universités, surtout en physiopathologie. Et donc, je travaille aussi dans une école d'ostéo. Je fais la partie pédagogique, j'essaie de faire la cohésion entre les cours, j'essaie d'améliorer les cours aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, je gravite autour de l'enseignement plus universitaire, de la recherche, puis j'essaie, bien sûr, d'amener l'ostéopathie à faire des réflexions, peut-être au Québec, mais peut-être ailleurs aussi, sur notre propre pratique, sur nos modes explicatifs, nos effets, tout ça. Donc, c'est des choses qui m'intéressent énormément. Donc, je suis peut-être un peu moins clinicienne et un peu plus chercheur, un petit peu plus pédagogue. Mais ça, c'est vraiment mon créneau très particulier, là. D'accord. Et tu as le temps de tout faire? Comment tu organises ton emploi du temps pour réussir, en tout cas, à faire toutes ces tâches? J'avoue que, si c'était mon conjoint qui discutait, il dirait que c'est fou. Ma semaine est assez folle. Je travaille de nombreuses heures par semaine. Donc, je pourrais dire que le lundi, je suis plutôt en clinique. Le vendredi aussi, je fais quelques clients, en fait, là, donc au cabinet. Au-delà de ça, le mardi, généralement, j'enseigne à l'Université de Sherbrooke. Donc, je suis chargée de cours dans l'École des sciences infirmières. Donc, c'est moi qui donne la partie pharmacothérapie et biologie, ainsi que la physiopathologie. Donc, c'est monté, ces cours-là, c'est sous forme d'APP qu'on appelle, donc apprentissage par problème. Donc, c'est pas de l'enseignement usuel, là, c'est de l'enseignement magistral. J'accompagne des petits groupes d'étudiants qui sont 10-12, qui doivent faire des cartes conceptuelles sur des pathologies. Et à partir de là, je les amène à réfléchir, puis à faire des liens donc entre les concepts de biologie, physiologie, pharmacothérapie, etc. Donc, je fais ça les mardis. Les mercredis, j'enseigne à Enosi, qui est l'école d'ostéo où je travaille. Donc, j'enseigne aussi des APP. Donc, là, j'ai des plus grands groupes, autour de 20 à 30 étudiants. Puis, on fait des cartes conceptuelles qui sont présentées par les étudiants une fois par mois environ. Le jeudi, j'enseigne à l'autre université qui est l'UQO, l'Université du Québec en Outaouais, campus Saint-Jérôme. Donc, j'enseigne généralement de 12h30 à 19h. Et donc, là, j'ai des groupes d'environ 45 étudiants. Et là, c'est de l'enseignement usuel, donc enseignement magistral. On enseigne l'anatomie, la physiologie de tout ce qui est système urinaire, digestif, cardiovasculaire, nerveux, etc. Donc, je fais vraiment une revue de tout. Ce sont les cours de base là, quand ils rentrent en école de soins infirmiers. Et ensuite de ça, ils vont faire les cours cliniques avec des infirmiers et infirmières. Le vendredi, donc, j'ai ma clientèle. Et généralement, les samedis et les dimanches, je prépare mes cours pour la semaine. Donc, c'est variable. Puis, à l'intérieur de tout ça, j'ai un volet administratif aussi. Premièrement, le recrutement de mes participants pour mon étude, travailler sur le projet de recherche en tant que tel, la lecture d'articles scientifiques que je fais le matin avant ma journée ou en soirée après ma journée d'enseignement. Donc, je peux dire que je travaille entre 6 à 7 jours semaine. Mais je n'ai pas d'enfant, j'ai 2 chiens. Donc, pour l'instant, ça va, mais éventuellement, si j'ai un enfant ou une famille, faudra laisser certaines choses de côté, là, ça c'est sûr. Mais actuellement, c'est sûr que
je laisse beaucoup de place au travail scientifique. C'est sûr qu'il y a beaucoup de dons de soi là-dedans. Là. Vous le savez peut-être, là, juste lire un article, l'éplucher, passer du temps, ça peut être long. Je le fais par plaisir, hein, parce que si j'aimais pas ça, je le ferais pas. Donc, tout ce que je fais, c'est des choses que j'aime faire, donc je laisse de la place dans mon horaire. Puis des fois, le vendredi soir, je vois mon conjoint, on se fait souper, des trucs comme ça. Mais j'avoue que jongler avec le cabinet, la recherche, l'enseignement, c'est beaucoup en général pour les gens. Moi, je dirais d'en choisir 2 sur les 3. c'est peut-être plus logique comme ça. Anaïs, on t'a entendu employer client et patient. Alors j'imagine qu'il y a des différences entre l'ostéopathie française et l'ostéopathie outre-Atlantique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est la situation en ce moment de l'ostéopathie chez toi? Ouais, je fais attention à mes mots parce qu'effectivement, au Québec, n'étant pas encadré actuellement, on est dans un processus d'encadrement. Bon, oui, depuis à peu près 20 ans, mais on sent qu'on est plus proche du but qu'on l'était auparavant. Le mot patient, bien sûr, moi, je les appelle comme ça de mon côté, mais pas que c'est mal vu, c'est juste qu'on marche un peu sur des œufs actuellement étant donné la situation de l'encadrement. On s'est fait mentionner qu'il faudrait parler plus de clientèle versus patientèle, mais j'avoue que de manière très générale, les ostéopathes parlent de patients lorsqu'ils parlent de leur clientèle, mais c'est vrai que c'est un peu tabou, hein, parce qu'un client, ça fait quelqu'un qui achète un t-shirt ou une paire de chaussures, là, mais vraiment, c'est ce contexte un petit peu actuellement où on est dans une zone grise au Québec en ostéopathie. On a une validité de la population qui adore nos services, mais on a toutes les instances plus administratives qui, pour l'instant, comme on n'est pas encadré, on a de la difficulté à avoir de la réglementation pour tout ça, on est comme un peu entre deux chaises. Plus directement, en fait. Toi qui étais intéressé par les neurosciences, la recherche, etc., quand tu t'es impliqué en ostéopathie, qu'est-ce que tu t'es dit? C'était quoi le constat? Tu vois? Ouais, très honnêtement, j'ai dit ouf, c'est épouvantable. C'est la première chose que je me suis dit. Il a fallu que je ravale un petit peu peut-être mon esprit cartésien, mon esprit scientifique que j'avais avant de rentrer en ostéo, puis dire ok, c'est un peu flyé. Pour être honnête, c'est un peu flyé. Donc, c'est sûr qu'à prime abord, j'ai comme fait, bon, je suis pas sûre que je vais adhérer à tous les concepts qu'on m'a enseignés. Plusieurs choses que je mettais en question, puis je pense que cette remise en question, je l'avais au profond de moi et ça me donnait de la difficulté peut-être à adhérer au mouvement let's go, je me lance une clinique, je fais de la patientèle tous les jours, je fais ça, puis je me pose pas de questions tant que je fais du bien aux patients. J'ai de la difficulté avec ce concept-là, mais c'est vraiment très personnel, puis je respecte beaucoup les gens qui sont capables de faire rouler leur cabinet lundi au vendredi, avoir des patients toute la journée, puis jamais se poser de questions. Je pense que c'est toujours plus simple comme ça. Mais moi, je me posais tellement de questions sur les concepts, me posais tellement de questions sur l'explication qu'on avait de certains types de techniques, certaines approches particulières. Je me suis dit, je peux pas rester comme ça. Et j'ai dit, bon, ben, je vais devoir, hein, c'est mon devoir personnel de continuer à chercher, puis à me dire, bon, on a des explications qui, pour moi, sont parfois très boboches et faudra aller chercher peut-être quelque chose de plus logique, de plus lié à des données actuelles. Puis en ayant l'aspect neurosciences, j'ai vu quand même beaucoup de choses qui peuvent peut-être mieux s'expliquer avec des concepts qu'on connaît déjà en sciences et en neurosciences. Et donc, je me suis dit, les techniques en tant que telles sont pas mauvaises, le raisonnement et la clinique qu'il y a derrière n'est pas mauvais, mais l'explication où on veut aller dans des choses parfois qui sont un peu trop ésotériques sont peut-être issues de l'histoire qu'on a en ostéo, mais je pense qu'elles ont besoin d'être réactualisées avec ce qu'on connaît actuellement. Et je comprends la philosophie de l'ostéopathie, je la respecte beaucoup, mais je pense que parfois, cette actualisation, cette réactualisation, elle tarde à arriver. Puis, on s'accroche à un penchant philosophique et historique. On veut pas déroger de ça. Et pourtant, ça serait juste dans l'explicatif
On ne demande pas de changer les techniques, l'approche, la prise en charge, la philosophie ou même l'histoire de l'ostéo, mais on veut juste apprendre à évoluer. C'est un peu ça que je voyais, mais on a encore cette tendance en ostéo, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous en France, là, mais à s'accrocher à ces fondements-là qui, historiquement, sont premièrement très vieux et qui ont besoin de se faire soutenir par certaines choses scientifiques qu'on a déjà, qu'on connaît déjà. Mais on a de la difficulté parce que je pense qu'il y a cette difficulté à se professionnaliser. Hein, on veut avoir notre identité professionnelle en disant on a des principes, de la philosophie, une histoire, puis on s'accroche à ça parce que c'est ça notre identité professionnelle. Mais je pense qu'une identité professionnelle, ça passe par bien d'autres choses que les principes de style, puis les anciens auteurs, puis l'historique, puis les 4 fondements de l'ostéo, et etc. Donc, je pense que c'est cette peur peut-être des professionnels, puis de la population ostéopathique, de déroger de ça, puis de dire, il y a des principes scientifiques aujourd'hui avérés sur lesquels on pourrait peut-être se tourner, et ça n'enlèverait en rien l'identité qu'on a comme professionnel, et même, ça nous donnerait une certaine forme de base intéressante, encore plus intéressante qu'on aurait. Sur la transmission, sur l'enseignement, ça permet de rendre les choses applicables quasiment tout de suite et puis compréhensibles aussi par certains praticiens, et ils n'ont pas besoin d'attendre parfois 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience pour enfin comprendre quel concept on leur a enseigné. Et je trouve que déjà ça leur donne du crédit, ça leur donne de la confiance tout de suite en clinique et auprès des patients. Et puis en plus, je vais entièrement dans ton sens, Anaïs, hein, désolé, je m'oppose pas et il n'y a pas de critique, mais donc ce sera un peu chiant pour les auditeurs, mais je trouve que en fait c'est aussi respecter la philosophie et les principes anciens que de les mettre à jour et de les éclairer par les sciences actuelles, parce que souvent je lis mes corps et pensées style, mais je me dis que je suis pas un expert de l'histoire en ostéopathie, mais je me dis que quelqu'un qui était un peu pionnier dans son domaine, il serait peut-être hyper heureux en fait qu'on éclaire aujourd'hui par les connaissances qu'on a ce qu'il a pu mettre en place auprès de ses patients. Et en fait je trouve que c'est respecter les principes anciens que de les éclairer par la recherche. Donc 1000 fois d'accord avec ce que tu dis. Je voulais juste abonder dans ton sens. Effectivement, Steele était un novateur dans son ère, en fait. Et puis, justement, moi, je pense souvent à ça. Je me dis, que penserait Steele aujourd'hui de l'avancée scientifique? Il serait, tellement heureux. Mais tellement heureux de voir que l'ostéopathie est capable de se projeter dans le futur, de développer des innovations, autant au niveau des modèles explicatifs et tout ça. Moi non plus, je suis pas une spécialiste de l'histoire et de la philosophie médicale ou ostéopathique, mais je crois que le fait d'évoluer, c'est quelque chose qui est très qui est plein de sens en fait pour une profession d'avancer puis d'essayer de développer encore plus ces modèles, ces pratiques, laisser de côté certaines choses peut-être qu'on est moins attaché ou qu'il y a moins d'intérêt clinique, et puis aller vers une amélioration continue, en fait, de nos pratiques et de nos réflexions aussi. Eh bien, ça, c'est un point au niveau de la pédagogie. Ça fait peut-être en France, 5-6 ans où il y a vraiment eu une évolution au niveau de l'explication au sein de l'enseignement. Et je vais te jeter des fleurs, hein, Mathieu, mais je l'ai eu en tant qu'enseignant il y a 5 ans, et ces questionnements qu'il avait déjà à cette époque, eh bien, il l'a transmis à ses étudiants, et je trouve que ça prend du temps, mais on est quand même sur une bonne lancée pour faire évoluer les choses au niveau de la compréhension de ce que l'on fait, en tout cas en ostéopathie. Puis on voit beaucoup aussi de réflexion, je pense, à travers notre communauté. J'y note, là, c'est tout le monde ensemble, là, mais effectivement, on voit des podcasts comme celui-ci naître, on voit des blogs, on voit plein de choses qui montrent que les gens ont une réflexion dans leur cabinet, puis qui sont comme dans une dualité de « j'ai été enseigné d'une façon, j'aime l'ostéo, je la pratique et j'aime ça », mais il y a comme une colle entre ça qui est difficile à avoir, et donc les gens commencent à se poser des questions, et je pense que c'est sain de se poser des questions. Moi, je m'en pose même pendant la nuit, là, des questions. Et puis, je crois que de justement montrer qu'on est en transformation,
et qu'on veut développer des nouveaux outils, des nouvelles façons d'enseigner, des nouvelles façons de développer nos modèles, je pense que ça, c'est tout à fait sain pour notre communauté de le faire. Puis on voit un petit peu, là, ça fleurit actuellement, des ostéos qui sont un petit peu plus flyés parce que ils se disent, ben moi, je vais dans l'aspect plus scientifique et je suis moins classique dans ma façon de pratiquer et de penser. Il y en a de plus en plus. Donc, on voit que de manière très communautaire, il n'y a pas juste une personne tout seul qui se met à réfléchir sur les fondements. Je pense qu'on est plusieurs à se poser ces questions-là. Et alors, t'en es où, Anaïs, dans tes découvertes? Tu vois, en gros, la question, c'est on en est où avec l'abord du viscéral? Parce que j'ai souvenir, on en a parlé un petit peu du rapport Cortex en France qui a fait pas mal de bruit sur l'abord viscéral de la thérapie manuelle. Et puis aussi, je me souviens du bouquin de, je sais pas si tu l'as eu, de Richard Monvoisin, qui parle un peu de l'abord viscéral et qui le résume à des effets viscéraux, structuraux. Qu'est-ce qu'on en sait en fait aujourd'hui? Et là, je vais peut-être choquer, mais le rapport Cortex, je le trouvais pas si mal que ça. Dans le sens que là, il commence à être vieux, on s'entend. Il n'a pas été fait non plus nécessairement dans les règles de l'art. Donc, on peut le critiquer sur sa méthodologie, sa façon de présenter, la froideur aussi avec laquelle ça a été présenté. Donc, c'est sûr que ça a pu choquer la communauté. Mais je pense que d'utiliser le fond de ce rapport-là, puis de dire, bon, ben actuellement, il y a une recherche qui a été faite sur les fondements scientifiques du viscéral, et je pense qu'il faut le voir comme ça. Et actuellement, il n'y a pas de données qui sont en relation avec les modèles qu'on enseigne et les modèles sur lesquels on s'appuie. Je pense que ce rapport-là n'est pas pour dire ce que vous faites, c'est pas bon, c'est comment vous l'expliquez qui est pas bon. Et ça, je pense qu'il faut faire la distinction entre les deux choses. Donc, les différents modèles qui expliquent, et même les modèles les plus mécanistiques, où on se dit, ben il y a des ligaments qui sont entre les organes, puis là, quand ça bouge pas, ben là, ça crée des dysfonctions physiologiques ou anatomiques, ça cause des douleurs, tout ça. Donc, même les chaînes mécaniques, il y a rien qui démontre que ces chaînes-là, et pourtant, souvent, ce qu'on mentionne dans les écoles et ce qu'on mentionne aussi entre professionnels ou cliniciens, c'est logique. Si ça s'attache comme ça et comme ça tire comme ça. Oui, des fois, ça peut avoir de l'air logique, ça peut avoir de l'air plausible. Mais même s'il y a une certaine forme de plausibilité, actuellement, on n'a pas de données sur ça. Pas de bonnes données. Et c'est pas grave. Faut pas capoter. C'est pas grave si on n'en a pas. À un certain point, actuellement, ces modèles, autant mécanistiques que les modèles de mobilité viscérale, c'est vrai qu'on n'a pas de données. Donc, j'ai fait des revues littérature sur le viscéral. On en retrouve très peu. Donc, c'est sûr que moi, ma revue littérature que j'ai faite, c'est 8 articles dans tout le monde. Okay? Donc, 8 articles. Et sur l'effet du viscéral sur les lombalgies, puis c'est encore très, très boiteux, OK? On a certains articles qui sont très, très bien faits, qui démontrent une certaine forme d'amélioration de la mobilité lombaire, qui démontrent aussi une amélioration de la capacité fonctionnelle, parfois la qualité de vie, mais 8 articles où on utilise des questionnaires, parfois des algomètres, parfois des évaluations de la mobilité. Donc, il n'y a même pas de cohésion entre les articles. Fait que c'est très difficile de dire, on se base sur quels paramètres, là, finalement. Est-ce que c'est de la mobilité? Est-ce que c'est de la douleur? Est-ce que c'est de la qualité de vie? Est-ce que c'est de la capacité? On le sait pas parce qu'on a de la difficulté à venir recroiser les informations parce que c'est 8 articles qui évaluent 8 choses différentes. Et puis, mais on voit dans ces 8 articles-là qu'il y a certains éléments qui peuvent être intéressants, mais ces éléments-là touchent principalement à très court ou moyen terme, donc quelques journées après le traitement ou jusqu'à maximum quelques semaines. On a un article qui a évalué jusqu'à 1 an après les traitements, puis il y avait beaucoup de variables de confusion à ce moment-là, et donc on n'était pas vraiment capable de montrer, et même l'auteur lui-même mentionne que ça peut être juste une erreur random qui est arrivée, que le patient avait plus mal 1 an après. Est-ce que c'est vraiment lié au traitement? Ça peut être bien d'autres choses aussi. Est-ce qu'il s'est mis à jouer au badminton? Est-ce qu'il s'est mis à jouer au soccer? Puis c'est ça. Donc, pour l'instant,
on est encore dans ce néant-là. Il manque énormément d'articles où on devrait reproduire des articles avec toujours les mêmes outils pour voir si c'est fait en France, c'est fait au Québec, c'est fait au Brésil, est-ce que c'est fait en Angleterre. Est-ce qu'on pourrait faire plusieurs essais randomisés dans différents pays, utiliser les mêmes outils puis les mêmes variables d'évaluation puis voir, l'effet, le modèle derrière. Il y en a pas beaucoup qui se mouillent sur le modèle. Hein, on dit, on se base sur tel auteur, on se base sur tel principe, et j'ai fait exactement la même chose parce que je peux pas me baser sur rien d'autre que l'apprentissage du viscéral qu'on a à l'école, les livres qui sont faits, et les livres, c'est selon la vision de l'auteur aussi. Hein, la technique, je mets ma main en haut, je mets ma main en dessous, je mets ma main sur le côté, c'est très, très subjectif. Donc, j'ai pas le choix de me baser sur des livres d'ostéopathie qui ne sont pas nécessairement basés sur la science, mais plus sur l'expérience clinique d'un clinicien. Donc, on n'a pas le choix, pour l'instant, de se baser là-dessus. Mais je crois que niveau neuroscientifique, on développe un petit peu avec Ceritelli, entre autres, et bien d'autres auteurs, l'aspect d'interoception qui m'intéresse énormément parce que, et là, c'est un aspect peut-être que l'étude va m'amener à aller dans les prochaines années, c'est de dire le viscéral, le ventre est quand même une région qui est intime pour certaines personnes. On ne touche pas souvent le ventre. Et donc, c'est considéré comme une région assez intime. Et la confiance que le patient peut avoir envers son clinicien pour lui permettre de jouer sur son ventre et jouer dans son ventre, est-ce que ça n'a pas un intérêt clinique particulier? Puis, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une façon, avec ces mobilisations-là, d'augmenter cette interoception au niveau des sensations digestives ou même au niveau thoracique, au niveau de la gorge et tout ça? Donc, est-ce qu'il n'y a pas plus un aspect scientifique dans l'interoception, dans être capable de ressentir son corps? Puis, moi, c'est un lien que j'ai fait et qu'on voit aussi à travers les articles scientifiques, c'est que les gens qui ont des douleurs chroniques, que ce soit des lombalgies, des cervicalgies, des migraines chroniques ou autres, ont un manque d'interoception. Et ça, c'est assez validé à travers la littérature. Donc, est-ce que le fait d'aborder le viscéral pour augmenter l'aspect d'interoception serait pas à la base de notre modèle du viscéral? Et là, on s'en va dans un tout autre élément scientifique où on parle plus de chaîne mécanique, on ne parle plus de motilité, ou un peu là quand même de motilité, mais pas tant que ça. Et là, on va moins dans lève l'estomac comme ça, fais-le respirer, amène-le en extension, puis est-ce que tu sens la mobilité de l'estomac, puis de l'intestin, puis de la vésicule biliaire, puis tout ça. Donc, on s'en va moins là-dessus, mais on s'en va aussi dans une relation thérapeutique où le patient, on l'invite à se concentrer sur les sensations corporelles qu'il sent. Est-ce que tu as de la douleur? Est-ce que ça te fait du bien? Puis on va dans ces sensations-là au niveau viscéral, puis est-ce que ça lui permet ensuite de se concentrer, de orienter son attention vers ses sensations? Puis est-ce que ça permet de modifier l'interoception au niveau digestif? Est-ce que par le fait même, on s'en va sur des mécanismes qui sont un petit peu plus physiopathologiques? Donc, est-ce qu'on a de l'ischémie? Est-ce qu'on a de l'inflammation? Puis est-ce que le fait de bouger le ventre permettrait de dissiper un petit peu cette inflammation-là, de diminuer aussi certains facteurs immunitaires parce que le patient est calme, parce que le patient se concentre sur son ventre? Donc, je pense que c'est cet aspect-là vers lequel scientifiquement on devrait commencer à creuser versus toujours continuer avec des schémas mécaniques ou des schémas aussi ça peut être de MRP, de motilité, tout ça. Je pense que il y a moyen de concilier un petit peu les deux, puis de s'en aller dans un modèle, parce qu'il y a toujours cette dualité mécanistique, ainsi que la dualité motilité, MRP, tout ça. Mais est-ce qu'on pourrait pas rallier un peu les deux en disant, on fait un peu des deux quand on développe l'interoception et la relation thérapeutique avec notre patient? Puis, on est EBM aussi, parce qu'on met notre patient au centre du traitement en lui demandant qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui fait du bien, quand je pèse ici, ça va, est-ce que quand je fais ça, c'est correct? Donc, on lui demande son opinion par rapport à son propre corps. Puis je pense que ça fait partie aussi d'une philosophie holistique, comme pourrait l'être l'ostéopathie. Donc, je pense que le rapport cortex qui m'a amené, moi, c'est de dire
on a un problème avec nos modèles, on se les fait mettre en pleine face. On a beau être content ou pas content de ça, je pense qu'il faut avoir une action puis dire, bon, ben ça nous remet un petit peu les pendules à l'heure en disant, voici les constats scientifiques, même si on peut quand même questionner un peu la méthodologie du rapport lui-même, mais est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Donc, c'est vraiment juste de s'améliorer, hein? C'est tout simplement ça. Moi, je l'ai pris comme une critique constructive et non pas une critique de l'ensemble de notre profession, non plus de la valeur de notre profession. Moi, ça m'a pas dérangé à ce point-là. Ça m'a juste dit, on a un trou scientifique dans notre profession. Pourquoi pas aller là-dedans puis essayer d'améliorer les choses, tout simplement. Et bien justement, là, sur ce côté scientifique de la pratique concernant l'ostéopathie viscérale, est-ce que l'on sait si on a un effet spécifique sur un organe en particulier, ou est-ce que finalement, en faisant une technique plus globale, ou un massage au niveau de l'abdomen, ou une technique de drainage au niveau de l'abdomen, est-ce qu'on aurait le même effet? Ben, il y a différents articles qu'on peut retrouver dans cette maigre littérature où on a des articles qui ont eu des techniques uniquement spécifiques, par exemple sur le rein ou sur la vessie, contre placebo, par exemple. Et là, on est arrivé à certains effets. Moi, dans mon étude, mon essai, en fait, j'avoue que nous, on prend une série de techniques et on l'applique sur certains patients, certains participants, en fait. Et puis, c'est contre placebo. J'ai pas eu assez de budget actuellement pour pouvoir avoir, justement, technique spécifique versus technique un petit peu plus globale versus placebo versus éducation, par exemple. J'aurais aimé avoir 4 groupes pour pouvoir comparer. Mais c'est très difficile, premièrement, le recrutement. Deuxièmement, même si j'ai eu un peu de budget pour faire mon essai, la majorité de cet essai-là, ben en fait, elle n'est pas subventionnée par des grandes subventions. J'ai des millions de dollars là, pour faire cette étude-là. C'est sûr qu'il y a cette limitation-là au niveau budgétaire ou finance. Mais actuellement, il y a certains articles, Tosi en 2011 et 2012, qui a fait des techniques sur les cervicalgies et les lombalgies en faisant des techniques de rein ou de vessie. Sur quand même un très grand nombre de participants, là, on trouve une centaine ou c'est pas près de 200 participants, ce qui est énorme là, dans notre domaine. Bien sûr, là, la méthodologie peut être critiquée comme toujours, mais on arrive quand même à une certaine forme d'effet de diminution de la douleur ou de augmentation du seuil de douleur. Donc, on voit que certaines techniques spécifiques sont là. On voit que d'autres ont fait plutôt un protocole où il y avait 5-6 techniques. Encore des techniques qui étaient précises, donc pratiquées selon comme on pratique en cabinet et qui ont montré une amélioration de la mobilité. Mais on n'a pas pu faire arriver à vérifier la différence entre si je fais juste poser mes mains et je fais n'importe quoi versus si je fais des techniques spécifiques, ben, est-ce que les deux sont comparables ou non? Ça s'est pas vraiment fait actuellement. Peut-être qu'il y a une peur dans la communauté qu'on se fasse dire, ben finalement, j'ai appris pendant 5 ans des techniques, il fallait être tellement précis, sinon je perdais tous les points à l'examen. Et puis finalement, ben la précision était peut-être pas de mise, mais selon moi, il y a peut-être un entre les deux. Donc, sans être ultra spécifique en disant, ben ça, c'est une technique d'estomac, puis ça, c'est une technique du pilaire, là, qui est juste à côté. Ben, est-ce que, justement, si je fais quelque chose de plus global sur l'estomac? Moi, je pense que ça y va en cadran. Donc, dépendant du cadran abdominal où je vais traiter, ben, ça va peut-être pas traiter les mêmes symptômes ou malaise ou inconfort. Mais de là à dire que si tu mets ta main en haut, ta main en bas, c'est plus du tout pareil, ça fonctionne plus. Moi-même, je suis un petit peu indécise par rapport à la littérature qu'on voit actuellement. Est-ce que tu crois qu'on pourrait se fier, pour le coup, au ressenti du praticien, plus ou moins validé par le ressenti du patient, pour le coup, sans parler de cadran ou de positionnement au regard d'une structure particulière? Tu vois, est-ce qu'on pourrait faire confiance un peu au ressenti de voilà, c'est un peu plus dur, ça a l'air un peu plus raide, vous en pensez quoi? Et on va travailler là-dessus. Ben, je pense que le modèle américain est quand même intéressant dans le sens où on a le modèle TART là, avec les changements tissulaires et tout ça. Puis ça, c'est un cadre palpatoire qui est quand même assez intéressant
On a aussi André Aubin du Coq au Québec qui a développé une technique de palpation en 7 temps, qui est quand même intéressant aussi, puis qui fait confiance un peu au ressenti du clinicien, puis qui est validé par le ressenti du patient. Et je pense qu'à partir de là, oui, il faut juste pas tomber dans ce que je trouve, on tombe facilement en ostéopathie. J'ai 40 ans d'expérience, moi je sais, vous savez rien, là. Cet aspect-là qui est un petit peu désuète aussi là, au niveau EBM, là, de dire parce que j'ai de l'expérience, je sens tout. Bien sûr, avec l'expérience, on acquiert vraiment là, une capacité de raisonnement, de réflexion, puis même de palpation qui est beaucoup plus fine, et ça, je respecte beaucoup ça. Mais je pense qu'il faut pas tomber dans cette espèce de dominance clinique là où le patient arrive dans le bureau puis mon clinicien il sait tout, il va tout faire et puis moi je le laisse faire. Si ça fait mal, je vais pas lui dire s'il doit faire ça correctement. Donc il y a cette espèce de dominance là qu'on doit absolument mettre de côté, mais je crois que oui, on peut faire confiance à la palpation du clinicien, mais toujours avec une rétroaction du patient. Ou participants, là, dépendant. Et puis, à ce moment-là, je pense qu'on pourrait justement remettre la thérapie patient-centrée au cœur de notre pratique. Faire confiance à nos mains, oui, mais faire confiance aussi au ressenti du patient. Puis, quand on fait confiance à ce ressenti-là, je pense qu'on est encore dans la veine d'interoception. Le patient permet de ressentir certaines choses, il va nous dire certains trucs. Quand tu touches ici, j'ai mal au dos. Quand tu touches ici, j'ai mal à la tête. Quand tu touches ici, j'ai quelque chose qui me chatouille dans le pied. On voit toutes sortes de choses. Puis c'est de dire, OK, parfait, moi, j'appréhende ces informations-là. Je note ça au dossier. Et puis, au bout du compte, on travaille en équipe pour que le patient puisse se sentir mieux. Puis avec sa rétroaction, ça nous permet ensuite de faire un suivi peut-être un petit peu plus logique et réfléchi aussi. C'est vrai que sur le côté expérience, concernant les ostéopathes qui ont de l'expérience, en tout cas de ce que je vois sur les réseaux, je pense que c'est mal interprété le fait qu'on veuille faire de la recherche. Beaucoup pensent que l'on cherche à démontrer que l'on n'a pas d'action, alors que ce n'est pas forcément le résultat que l'on veut critiquer, mais seulement l'explication. Et je trouve que c'est difficile de leur expliquer que on ne fait pas de la recherche pour prouver qu'on ne fait rien de particulier, alors que y a des résultats cliniques, mais c'est juste qu'on ne l'explique pas de la bonne façon. Exactement. C'est vraiment mal vu faire la recherche en ostéo, je pense, dépendant des pays peut-être, là, mais même ici au Québec, là, on se fait traiter de scientisme, c'est ça, la science de toute façon a pas tout le temps raison, etc. Donc, il y a quand même quelque chose de malsain là-dedans. Et pourtant, moi, je suis pas en recherche pour essayer de discréditer ma propre profession, parce que je sais pas pourquoi je serais là-dedans pour me discréditer moi-même. Je le pratique, l'ostéopathie. J'y crois à un certain point. J'ai quand même passé des années de ma vie à faire des études, puis là, je passe tous mes samedis puis tous mes mercredis soirs à faire de la recherche pour une communauté. Et c'est clairement pas pour moi. Je le fais parce que je veux trouver des questionnements, des réponses à mes questionnements, mais c'est vraiment pas pour discréditer une communauté, même discréditer des gens ou discréditer la profession, mais c'est pour trouver des réponses. Puis qui dit réponse, ça peut être autant positif que négatif. Tant qu'on a une réponse. Donc, on dit que cette technique-là, elle fonctionne pas. La réponse, c'est de dire, spécifiquement, quand on fait cette technique-là, on n'a pas de résultat pour ce paramètre. Mais j'ai peut-être pas évalué tous les paramètres qui existent non plus. Donc, est-ce que pour l'intensité de la douleur, ça n'a pas d'effet, mais sur la capacité fonctionnelle, peut-être que ça en aura. Donc, il faudra que je refasse la même méthodologie avec d'autres variables. Puis peut-être qu'éventuellement, je vais tomber sur une variable en disant, c'est la qualité de vie. OK, parfait. À ce moment-là, on aura une réponse à savoir, quand je pratique telle ou telle technique ou tel ensemble de techniques, eh bien, je vais pas venir prétendre à ma clientèle ou ma patientèle que je vais leur faire du bien puis que je vais faire disparaître leur douleur. Je vais leur dire, quand je vais faire ces techniques ou quand je vais faire cet ensemble de techniques, c'est pour améliorer votre qualité de vie. Qu'est-ce que la qualité de vie? C'est ça, 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 ça. Et ensuite, on a un contrat beaucoup plus éclairé avec notre patient en disant, regarde, voici ce que je peux faire pour toi. Après, s'il y a d'autres choses qui t'arrivent comme patient en disant, finalement, au bout du traitement, j'ai arrêté d'avoir mal, tant mieux. C'est juste qu'actuellement, on sait que c'est plus la qualité de vie, la capacité fonctionnelle, la mobilité lombaire, diminuer la diarrhée ou améliorer la constipation, par exemple. Ça pourrait être ça aussi au niveau du viscéral, mais
est-ce qu'on pourrait pas s'entendre sur des effets qu'on aurait le plus probant à faire, puis ensuite, s'il arrive d'autres choses de manière individuelle, ben tant mieux si le patient, sa douleur a disparu, tant mieux s'il arrive d'autres choses, mais au moins s'entendre sur le fait de mentionner de manière éclairée qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Pour revenir à l'étude que tu es en train de mener à l'université de Sherbrooke, est-ce que tu t'attends à mettre en évidence des mécanismes d'action de la thérapie manuelle ou de la prise en charge ostéopathique sur des symptomatologies viscérales, ou alors est-ce que tu as plutôt choisi des métriques, des variables du moins très associées à la lombalgie? Dans quel état d'esprit tu es et quels résultats tu t'attends à avoir pour l'instant? C'est sûr que c'est un petit peu plus clinique actuellement, mais comme c'est un essai pilote, c'est parce que j'ai dans l'idée de faire quelque chose de plus gros par la suite, puis peut-être aller chercher des fonds. Donc, une étude pilote, son but, c'est de la faisabilité puis de l'acceptabilité. Et donc, faisabilité et acceptabilité, c'est de savoir, premièrement, est-ce que les patients qui ont participé à l'étude sont capables de détecter si c'est un placebo ou pas un placebo? Est-ce qu'ils ont aimé ce qu'ils ont reçu? Et les thérapeutes qui pratiquent pour moi, est-ce qu'ils trouvent que c'est logique avec leur pratique actuelle? Donc, il y a aussi un aspect comme ça dans cette étude où on va évaluer est-ce que c'est acceptable d'un niveau profession de l'ostéopathie de pratiquer de cette manière-là? Puis, est-ce que c'est acceptable au niveau du patient de recevoir ça? Et donc, à ce moment-là, c'est aussi de savoir est-ce que le patient, le fait d'avoir reçu une évaluation, 2 traitements à une semaine d'intervalle, est-ce que pour lui, c'est trop difficile? Si j'avais dit, il faudrait se voir à toutes les semaines pendant 6 mois, est-ce que c'est plus difficile comme ça? Donc, c'est l'adhérence aussi au traitement. Est-ce que c'est trop dans leur vie d'aller à toutes les semaines? Est-ce que c'est meilleur 2 semaines? Est-ce que c'est meilleur 1 mois? Donc, il y a tout cet aspect d'acceptabilité. Puis l'aspect faisabilité, c'est facile de faire du recrutement. Est-ce que ça coûte cher à faire comme étude? Est-ce qu'au niveau de la gestion, c'est facile à faire la gestion? Parce que si on veut faire une étude multicentrique, puis que ça coûte 15 millions de dollars, ben là, il va falloir s'atteler, hein, parce que si on veut des bonnes données probantes, il va falloir donner de l'argent puis recevoir de l'argent de certaines instances peut-être gouvernementales. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est plus administratif, mais qui est évalué durant ce pilote-là. Donc, faisabilité et acceptabilité au niveau clientèle et thérapeute. Puis ensuite de ça, deuxième volet, c'est vraiment d'aller chercher au niveau des variables. Quelles variables? Donc, moi, j'utilise des questionnaires principalement parce qu'il y a plein d'autres choses que j'aurais pu utiliser qui sont plus objectifs, mais j'ai quand même trouvé des questionnaires qui ont une bonne validité interne et externe. Donc, à partir de là, c'est de savoir est-ce que le patient, au niveau de sa capacité fonctionnelle, son intensité de douleur, puis l'aspect plus émotionnel aussi de la douleur, ainsi que moi, j'ai rajouté l'anxiété. Puis c'est vraiment subjectif pourquoi j'ai ajouté l'anxiété. On parle comme quoi que le système digestif est souvent en lien avec des états peut-être plus psychologiques. C'est démontré aussi que certains patients qui ont des troubles de syndrome du côlon irritable, des problématiques aussi digestives, vont avoir aussi de l'anxiété qui vont être associées à ça, un certain mal-être psychologique. Donc, j'ai ajouté l'anxiété, à savoir, ben, est-ce que finalement, on n'aurait pas un effet sur l'anxiété plutôt que la douleur? Et en abaissant l'anxiété, le patient a moins mal. Fait que c'est peut-être complètement indirect, l'histoire, là. Mais j'ai rajouté des questionnaires sur l'anxiété. Donc, comme ça, je vais voir, bon, la douleur, comment elle se manifeste avant et après les traitements, la capacité fonctionnelle, est-ce qu'elle est modifiée avant ou après le traitement, puis est-ce que le patient est plus ou moins anxieux avant ou après les traitements. Ok. Donc, c'est ces 2 volets-là. Et du coup, est-ce que c'est possible de préciser un tout petit peu sur la validité des questionnaires utilisés et du coup, quelle va être la suite pour ton étude? Ben oui, après ça, à savoir, les questionnaires, c'est est-ce qu'ils ont une bonne validité entre les patients? Donc, si 2 patients répondent au questionnaire, ben est-ce qu'il y a comme une validité entre eux? Donc, est-ce qu'il y a 2 personnes qui ont la même douleur, qui ont à peu près le même gabarit, la même forme ou à peu près, ben ça se corrobore entre eux. Puis, est-ce que ça représente aussi de manière plus générale? Donc, validité interne qui est entre les patients, puis validité plus externe là, qui va de manière un petit peu plus globale sur est-ce que ça représente bien de l'anxiété
si, donc une validité comme de contenu et de construit. Donc, à savoir, est-ce que quand je te pose cette question-là, ça va vraiment chercher l'anxiété ou c'est plutôt un autre variable que je suis en train d'évaluer? Donc, il y a des questionnaires où on va les valider, on va regarder, ben, si je te pose cette question-là dans le questionnaire, est-ce que ça va bien évaluer de l'anxiété ou de la douleur? Ou on va plutôt chercher un autre paramètre? Donc, c'est pas parce qu'on utilise des questionnaires que c'est nécessairement, même si c'est subjectif, il y a quand même une certaine forme de validité parce qu'ils ont été validés souvent à travers plusieurs pays, dans plusieurs langues, avec plusieurs types de patientèle, donc à savoir les gens qui ont mal au dos, qui ont mal au cou, qui ont mal au coude, qui ont mal aux genoux. On va aller valider ça. Donc, j'ai quand même pris des questionnaires qui sont dits anciens parce qu'ils ont plusieurs années derrière la cravate et donc on les a validés dans plusieurs langues, dont le français, puisque moi j'utilise principalement des questionnaires en français. Ils ont été validés aussi pour la variable elle-même, donc soit l'anxiété, la douleur, la capacité fonctionnelle, et ça a été évalué statistiquement pour nous donner une certaine un nombre, un chiffre qui nous permet de dire ben il est valide à 86% ou 90% ou 82%. Ça veut dire que dans 82% ou 86% des cas, je vais chercher la bonne variable et j'évalue la bonne chose. Donc, ça a quand même, même si c'est pas des chiffres, même si je ne vais pas évaluer de la température corporelle, si je ne vais pas évaluer la quantité d'inflammation qu'il y a dans le corps, par exemple, donc même si c'est moins objectif, reste une certaine forme d'objectivité dans ces questionnaires-là. Je fais juste une petite parenthèse, un construit. C'est en psychologie sociale, c'est une pratique qui a pour but de rendre concret les comportements des gens afin de pouvoir mieux les cerner et surtout les étudier. Par exemple, l'anxiété, la confiance sont des construits psychologiques qui permettent d'étudier à quel point comment les gens se sentent, comment les gens répondent, comment les gens agissent, etc. On en a beaucoup en ostéo des construits, là. Clairement. Des modèles, en fait, ouais. Clairement. Pardon Clément, je te sentais intervenir. Non, c'est un peu plus personnel pour pouvoir aider les étudiants dans leur recherche. En tout cas, concernant l'évaluation du stress et de l'anxiété, alors je connais le PSS-14, mais est-ce qu'il y a des questionnaires plus récents et en tout cas, qu'est-ce qui peut être intéressant d'utiliser justement pour l'évaluer? Je les connais pas tous, hein, mais celui que moi j'ai utilisé, c'est le questionnaire de Spielberg. Et donc, c'est le IASTA Y1 et Y2. Okay? Donc, il y a deux versions. Ces deux versions, moi, j'utilise les deux parce qu'il y a une version qui est plus une anxiété de trait, puis une anxiété qui est plus de situation. Donc, il y a des gens qui ont des traits anxieux, donc il faut aller l'évaluer. Puis, il y a des gens qui, c'est face à une nouvelle situation qui vont avoir un effet de stress. Donc, le Spielberg va évaluer les deux. La personne est-elle anxieuse à un moment X dans le temps? Et est-ce qu'elle a des traits face à une situation qui l'entoure? Donc, le IASTA Y1, Y2 permet d'évaluer le trait puis la situationnelle. Et donc, moi, j'utilise les deux. Et ça permet d'évaluer un petit peu la première fois que je rencontre le participant de l'étude, ben c'est une nouvelle situation pour lui. Il rencontre des nouvelles personnes. Il a peut-être jamais fait d'ostéopathie de sa vie, puis là, soudainement, il y arrive. On lui explique comment va se faire l'étude. Donc, c'est pas commun non plus, des fois, de participer à une étude. Donc, il y a un aspect situationnel qui est important d'aller voir est-ce que ça l'a stressé à ce moment-là, cette nouvelle situation-là. Puis, au fur et à mesure qu'il reçoit les traitements, c'est aussi de savoir, ben, son trait anxieux. Est-ce qu'il est très anxieux actuellement? Est-ce qu'il se sent en sécurité? Est-ce que il se sent nerveux? Donc, il y a différentes variables là, qui sont évaluées à l'intérieur de ça. Mais moi, c'est celui que j'utilise, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est celui qui je pense qu'il date de 1983, là, donc il est quand même assez vieux, mais c'est un des plus valides actuellement. C'est un qui a quand même là, une validité la plus reconnue. Donc, c'est pourquoi j'ai utilisé celui-là. Puis, il n'est pas trop long non plus, hein, parce qu'un questionnaire qui prend 35 minutes à remplir, ça peut être lourd pour les gens qui ont des douleurs chroniques. Donc, j'essaie d'en choisir que ça prend 5 à max 10 minutes à remplir là, pour pas non plus que ça soit un peu trop lourd. Oui. Du temps qu'on voulait donner au podcast. Non, mais c'est bien, tu parles et honnêtement, c'est hyper agréable parce que je vais lancer des fleurs encore une fois, mais ce que j'aime bien chez toi, Anaïs, c'est ce côté très, douteuse
et en même temps d'assumer, de dire je sais pas, et ça rassure beaucoup de gens en fait. Et ensuite, je pense que c'est important de Ben, j'avoue que pour le réseautage, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je suis une personne qui adore discuter, partager, aller manger avec des gens. Donc ça, c'est des choses que j'apprécie beaucoup. Donc, j'avoue qu'à travers tout ce processus-là, ben, j'ai participé à des forums, à du réseautage. J'ai fait aussi des posters que j'ai affichés dans des grands des grandes foires en fait scientifiques là. Donc j'avoue que j'ai rencontré plein de gens. J'aime expliquer l'ostéopathie, puis les autres chercheurs sont très très ouverts, hein. Ils disent c'est bien ce que tu fais, puis on en discute de manière très très ouverte. C'est très rare honnêtement que quelqu'un m'a dit tu fais de l'ostéo, non je suis vraiment pas d'accord avec ça, puis ça s'arrête là. Jamais. J'ai trouvé toutes les gens avec qui j'ai discuté à travers mon cheminement ont été très 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 ouverts. Bien sûr, j'arrivais pas non plus comme un toréador en disant voilà, c'est l'ostéo, c'est bon, c'est bien. Fallait que je démontre aussi peut-être cette ouverture à dire il y a des lacunes, puis on est là pour y répondre à ces lacunes-là. Donc, je pense que quand on se braque derrière le fait que non, mais moi, je suis ostéopathe, je crois à ça, ça me fait du bien, tout est beau, puis qu'on est comme un peu agressif dans notre manière de se présenter, c'est sûr que les gens vont se braquer derrière. Moi, j'arrive pas comme ça. Je mentionne ce que je fais, je mentionne mes projets, je mentionne mes trouvailles, je discute à travers ça, j'apprends, je démontre cette ouverture d'apprentissage et je pense qu'à partir de là, les gens disent c'est vraiment plaisant de discuter avec toi qui a des doutes sur certaines parties de ta profession, que tu es là pour y répondre, puis qu'en même temps, tu es très enthousiaste de pouvoir partager, puis de dire ça, je savais pas, puis je prends l'information, puis je la garde en tête. Là, je pense que c'est comme ça que... Donc ça, c'est une partie intéressante de la recherche. La partie moins intéressante, c'est quand on fait des études postgraduées, on est vraiment isolé, on est vraiment plus seul. C'est très rare que je discute avec des ostéopathes qui ont les mêmes intérêts que moi dans cette partie-là. Donc, on se sent un petit peu mal compris, isolé. Des fois, justement, il y a un stigma qui est associé à la recherche en ostéo. Donc, c'est sûr qu'on favorise ce stigma-là des fois en disant telle étude a démontré qu'en pédiatrie, ça fonctionnait pas. Et là, tout le monde part sur en disant non, moi je fais du bien à mes patients, je suis pas en train de dire que tu fais pas du bien, juste qu'il y a une méta-analyse qui a été faite puis il y a pas de résultat qui en sort. T'sais. Donc des fois les gens en ne comprenant pas bien la science pensent que je suis contre eux, donc ce stigma-là reste, donc ça c'est la partie la moins plaisante. Mais effectivement, rencontrer des gens à travers le monde qui sont dans des disciplines de recherche différentes. Moi, je parle encore beaucoup avec des gens qui font de la recherche en neurosciences parce que c'est ce qui m'intéresse. Puis, ce qu'ils trouvent chez les rats, chez les drosophiles ou chez les lamproies ou peu importe quel animal sur lequel ils évaluent, des fois, ils me donnent des informations, puis je suis comme « Wow, ça, c'est vraiment cool. Peut-être que sur un modèle humain, ça serait bien, puis peut-être que c'est en lien avec. » Donc, ensuite, ça me permet de trouver des thématiques où je vais aller faire de la recherche moi-même, lire ces articles, puis ensuite de ça, voir s'il y aurait pas un intérêt clinique intéressant, soit pour nous, mais même peut-être en médecine, en physiothérapie ou ailleurs. Là. Donc, ça, c'est la partie plaisante. Puis le fait de bien comprendre la science, et je ne prétends pas bien la connaître... je suis un bébé chercheur, hein, donc je n'ai pas la science infuse et je ne comprends pas tout le temps, mais ça me permet vraiment de m'améliorer, faire des lectures, essayer de mieux comprendre et puis éventuellement, je trouve ça très, très intéressant pour le développement intellectuel, puis c'est quelque chose que qui me stimule. Là. Ici, on a eu un problème de son, et même avec le script, impossible de retrouver ma question. Donc, nous allons simplement laisser la parole à Anaïs, qui nous parle du positionnement des ostéopathes dans le parcours de soins des patients, de la possible orientation des patients, des professionnels de la santé vers les ostéopathes, et de l'enseignement en ostéopathie. Oui, je crois. Effectivement, c'est sûr que je pense qu'on a un peu les mêmes batailles à travers les pays. C'est sûr qu'il y a des pays qui sont un petit peu plus avancés ou qui ont pris un chemin différent. On pense à l'Australie, en Angleterre. C'est sûr que l'ostéopathie
jouit d'une reconnaissance finalement qui est professionnelle, mais aussi qui est universitaire, parce que c'est dans des universités qui développent en fait leur savoir et le développement intellectuel de la profession. Il y a d'autres pays comme peut-être le Québec et la France qui se ressemblent beaucoup parce que c'est des écoles privées, parce que l'encadrement est un peu différent, ou l'encadrement prochain au Québec sera peut-être différent, mais je pense que ici, en fait, au Québec, nous, on a une reconnaissance de fait dans le sens où beaucoup de professionnels nous réfèrent de la clientèle, que ce soit des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, même certains médecins qui nous réfèrent pour les femmes enceintes, pour les bébés, pour des douleurs chroniques parfois. Donc, il y a quand même cet aspect-là où il y a quand même une bonne communication interprofessionnelle entre les professions, mais ça reste qu'il y a le côté législatif qui est toujours difficile parce que avec les autres professionnels, les professionnels de la santé, dépendant de leur ordre, ne peuvent pas référer à un membre qui n'a pas d'ordre professionnel. Fait que ça peut limiter un tout petit peu cet échange-là professionnel. Mais tout de même, là, moi, je travaille dans une clinique multidisciplinaire. Je reçois des références fréquentes. J'ai des gens qui se sont fait référer de médecins, de physiothérapeutes ou d'ergo. Donc, reste qu'il y a comme un bassin d'échange qui commence à être de plus en plus intéressant, mais c'est cette barrière légale qui va tomber fort probablement avec l'arrivée d'un encadrement sous forme d'un ordre professionnel. Au Québec, il y a pratiquement que des ordres professionnels qui encadrent les professions de santé. Donc, si on veut être considéré comme un professionnel de la santé, il faudra avoir un ordre professionnel. Donc, nous, ça fonctionne un petit peu plus comme ça. Il n'y a pas d'agrément comme vous pouvez avoir avec les écoles en ostéopathie. Donc, n'importe qui peut se partir une école du jour au lendemain. Ensuite de ça, il y a des associations qui essaient de mettre des critères. Mais l'école peut suivre ou non les critères. Donc, il reste qu'il y a quand même une certaine difficulté à garder les niveaux d'enseignement selon certaines formes de variables. Mais bon, on a quand même haussé la formation dans les dernières années. Donc, en même temps, là, la plupart des ostéopathes sont très bien formés là, actuellement. Mais c'est sûr que il y a des disparités dans la pratique, dans la forme clinique aussi. Comme clinicien, il n'y a pas personne qui va venir dans ton bureau pour te dire si tu pratiques bien ou pas. Il n'y a pas personne qui va vérifier vraiment tes dossiers, à savoir s'ils sont bien remplis ou pas. Donc, il peut y avoir une grande variabilité entre les professionnels au niveau de la rigueur, puis au niveau de l'éthique professionnelle aussi. Mais je pense qu'au Québec, on commence tranquillement à essayer de s'auto-suffire et s'auto-encadrer, puis on espère que l'ordre professionnel là, est pour bientôt, en fait. Super, voilà, qui est plutôt encourageant pour vous. Écoute Anaïs, j'ai l'impression qu'on se rapproche de l'heure et c'est le moment en tout cas, de te dire combien on a été heureux de t'avoir avec nous. Ça me fait plaisir. Et peut-être de te laisser un mot libre pour la fin. Donc voilà, on te laisse clôturer ce podcast. Un mot libre, oui. Ben non, ça a été vraiment un plaisir de discuter comme ça. Là, écoute, j'ai l'impression que je passais du coq à l'âne là, sur toutes les questions qu'on m'a posées. Je suis vraiment désolée. Je pense que c'est parce que le matin que j'étais pas très organisée dans ma tête. Là. Mais bon, je pense que j'ai couvert la majorité de vos questions. Puis ça a été vraiment un plaisir de discuter avec vous. C'est tout le temps plaisant aussi de partager un peu la réalité. La réalité du terrain, là, de nous au Québec, puis d'échanger aussi avec votre réalité française. Donc, je pense que ça a été un plaisir de mon côté, mais du vôtre aussi, je crois. Merci beaucoup hein, pour tout cet échange, hein, c'était top. Ça me fait plaisir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et on se dit à très vite pour un nouvel épisode de Causons Ostéo.